Moi je suis Rokhaya Ndiaye, on m'appelle communément Ro. Et je suis née à Dakar, j'ai grandi entre Dakar et Bargny, la commune de Bargny. Je suis une bonne lébou, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Que j'ai eu d'avoir grandi entre Dakar et Bargny, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours, de bien connaître mes racines, de savoir d'où je viens. Ça m'a aidé à avoir le parcours professionnel, le parcours personnel que j'ai eu. Donc globalement, moi je suis une professionnelle des ressources humaines ou bien on peut dire du développement du capital humain. Donc j'ai un parcours professionnel globalement à l'international. Donc toute ma carrière, j'ai fait ma carrière dans les institutions internationales, aussi bien du secteur privé ou bien des institutions internationales de développement international. Donc, je suis rentrée au Sénégal grâce à mes deux passions, donc la famille. Comme je disais, je suis rentrée pour être proche de ma famille, mais aussi parce qu'après mon parcours, je me suis dit en rentrant au Sénégal, en rentrant sur le continent africain, je pourrais être beaucoup plus utile en contribuant au développement de l'Afrique. Je pense certainement que je peux apporter quelque chose au développement du capital humain au Sénégal, mais aussi sur le continent. C'est vraiment ça qui me drive, qui me drive. Moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est de vraiment savoir comment est-ce que je peux aider les êtres humains, les hommes avec lesquels je suis en contact, à pouvoir tirer le meilleur de leur potentiel et contribuer positivement au développement de nos communautés immédiates. Donc c'est ma raison d'être et c'est ça qui me fait fonctionner au quotidien. Moi je dis la première richesse d'une entreprise, ce sont ses hommes. D'accord ? Donc aujourd'hui, les entreprises, les organisations, quelles qu'elles soient, publiques, privées, profitables, non profitables, ont besoin des hommes pour exister et pour se développer et impacter la communauté. Donc, c'est la première richesse d'une organisation. C'est au centre de tout ce que l'organisation puisse faire. Donc, dans tous les secteurs du monde, je ne connais pas une entreprise qui fonctionne sans une personne. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, de technologie, on parle de disparition d'emplois, l'être humain va être affecté, mais dans la réalité, je ne connais pas une entreprise, une organisation qui fonctionne sans un être humain. Donc c'est essentiel, c'est la ressource première d'une entreprise. Les ressources qui sont affectées au capital humain sont limitées aux charges de salaire ou aux charges des avantages sociaux, mais il y a très peu d'entreprises qui réfléchissent à des ressources dans le sens de l'investissement pour le développement du capital humain. Lorsqu'une entreprise est en train d'être créée, lorsqu'on entend la création d'entreprise, on va parler de levée de fonds. Donc, comme on en parle beaucoup ici, l'entrepreneuriat est très développé au Sénégal, dans le continent, parce qu'aujourd'hui, on a compris que en fait, la création d'emplois va passer par la création d'entreprises, et surtout des petites et moyennes entreprises qui sont les plus, qui embauchent le plus, qui favorisent plus l'insertion professionnelle. Malheureusement, dans cet encouragement de nos États, des institutions internationales de développement sur l'entrepreneuriat, le positionnement du capital humain est beaucoup plus dans des effets d'annonce. D'accord ? Donc dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, dans la mobilisation des ressources pour la création d'entreprises, les gens ne pensent qu'au financement. Et par la suite, on prend pour acquis que les hommes sont là et on peut toujours aller chercher les hommes. Mais en fait, il y a toute une stratégie de mobilisation des ressources humaines pour qu'une entreprise fonctionne comme elle devrait fonctionner, soit profitable si elle doit être une entreprise du secteur privé, ou si c'est une entreprise de public ou de non gouvernementale ou qui n'est pas dans le profit, elle doit être impactante. Et pour cela, il faut que les personnes de l'entreprise soient au bon endroit, soient traitées comme il faut et qu'ils sachent pourquoi ils sont là, pourquoi ils peuvent contribuer au développement des entreprises. À la fin de la journée, la première communauté d'une organisation, ce sont les hommes de cette entreprise. Et comme vous le savez, j'en parle de plus en plus. Je pense qu'on va prendre l'approche
de la gestion des ressources humaines par la responsabilité sociale ou la responsabilité sociétale d'une entreprise. Donc moi, je pense certainement aujourd'hui, les entreprises qui vont s'en sortir vont revoir leur responsabilité sociale. Donc, parlons peut-être de la responsabilité d'entreprise. Aujourd'hui, nous savons très bien que beaucoup d'entreprises utilisent leur RSE, leur politique de RSE, pour communiquer sur comment ils vont impacter leur communauté immédiate. Mais moi, je pense que la première communauté dans laquelle cet investissement doit aller, c'est la communauté humaine de cette entreprise. Parce que si les hommes des entreprises ou des organisations sont impactés positivement, ben ça va se refléter sur leur communauté. Donc il y a intérêt à revoir les investissements dans les ressources humaines. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, si on y va, ils vont te dire nos charges sont lourdes. Oui, parce que il y a des effets de... comment on appelle ça, s'empile les charges parce qu'il n'y a aucune stratégie claire sur le capital humain. Ça devient juste un centre de charge pour l'entreprise alors que ça pourrait être un centre d'investissement. Le premier investissement auquel on doit réfléchir, c'est quel est l'investissement qu'on va faire sur les hommes de l'entreprise pour qu'elles contribuent à la prospérité de l'entreprise et par conséquent à la prospérité des communautés immédiates et à terme, si on est une entreprise globale, c'est comme ça qu'on va impacter le monde. Toutes ces problématiques sur le réchauffement climatique, l'environnement, ça va commencer par les hommes. Les managers qui pensent qu'en investissant dans leurs collaborateurs, ils vont les perdre, c'est parce qu'ils n'ont pas les bonnes compétences de management. D'accord ? Donc c'est un tout. Il ne s'agit pas juste... Souvent, quand on entend parler d'investissement dans les collaborateurs, la première chose à laquelle les personnes pensent, c'est de la formation. Je suis sûre qu'aujourd'hui, si vous allez voir n'importe quel manager, vous dites « Avez-vous investi sur vos collaborateurs ?» Ils vont penser à la formation. Ce n'est pas du tout ça. L'investissement qu'on a dans le collaborateur, c'est la responsabilité du manager de ne pas juste dire « Vous êtes là pour contribuer », c'est qu'est-ce qu'on donne aux collaborateurs pour qu'ils contribuent à la hauteur de l'attente de l'entreprise. Donc les managers, malheureusement, sont très mal formés. Ils deviennent managers de fait parce qu'ils ont grandi dans une organisation où ils ont grandi par rapport à leur carrière professionnelle. Et il y a très peu d'investissement sur les compétences de management et de dirigeants, pour diriger des personnes ou de diriger des organisations. Il y a très peu d'investissement pour que, quand on est un dirigeant, qu'on apprenne à gérer les hommes, la finance, le matériel, les opérations, ainsi de suite. Moi-même, je suis jeune entrepreneur. J'ai créé mon entreprise seulement depuis 3 ans. Donc, depuis que je dirige une entreprise, j'ai compris qu'il me manquait des compétences certaines pour que mon entreprise soit impactante, soit profitable et qu'elle soit durable. Donc, cette année 2023, j'ai passé 11 mois de cette année à être formée à être un bon chef d'entreprise. Tout le monde pourrait se dire, oh, elle est une RH, elle saura gérer une entreprise. Non. La gestion d'entreprise, c'est toute une palette de compétences que je n'avais pas, que j'ai appris pour pouvoir, développer mon entreprise, gérer mes collaborateurs pour que mon entreprise soit la plus attractive possible. Et pour ça, je suis à l'écoute du marché, je suis à l'écoute de mes collaborateurs. Et c'est une gestion régulière et récurrente. On ne peut pas dire, j'offre une mutuelle, je paye un salaire, j'ai un job, ça suffit. C'est comme tout, il y a un check qu'il faut faire régulièrement pour s'ajuster parce que le monde change et que les managers et les dirigeants d'entreprise doivent être à l'écoute de leurs collaborateurs, à l'écoute du marché, à l'écoute de leur entreprise et mettre en place ce que demande l'écosystème dans le sens de la durabilité, de la profitabilité, de l'impact et du développement de leur organisation et des communautés dans lesquelles les organisations interviennent. Donc, oui, parce que nos entreprises sont dirigées par des êtres humains, et donc, comme on le dit aujourd'hui, la grande problématique qu'il y a dans le continent, c'est qu'il y a une crise de leadership. Parce que c'est les leaders qui tirent le reste de la communauté vers le haut. Donc, si les leaders n'ont pas les compétences nécessaires, ils ne peuvent pas, ils ne le savent pas. C'est-à-dire que la plus grande ignorance est de ne pas savoir qu'on ne sait pas. D'accord ? Donc, si les managers ne sont pas conscients de leur incompétence dans la gestion d'une entreprise, d'une organisation et des personnes, ils ne peuvent pas le corriger.
il y a tellement de points qu'on peut discuter qui sont à l'origine de ces problèmes-là. Le premier point, c'est l'enseignement supérieur. Je peux même dire l'enseignement primaire. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'éducation. Si on parle déjà de la formation initiale, il y a un énorme décalage entre les compétences qui sont enseignées aux jeunes et les compétences nécessaires aujourd'hui dans les organisations. Et ça, c'est un problème qui existe dans beaucoup de pays, mais c'est beaucoup plus grave dans nos pays sous-développés, nos pays qui sont en voie de développement. L'autre problème, c'est que si je prends l'exemple du Sénégal aujourd'hui, moi, depuis que je suis arrivée au Sénégal, je vois certainement que les grandes écoles qui forment, l'université qui forme, il y a, et je trouve ça très timide, hein, il y a un dialogue entre la formation initiale et les secteurs professionnels, mais ce n'est pas aussi évolué que ce que j'ai pu voir dans des marchés beaucoup plus matures, des marchés de l'emploi beaucoup plus matures. C'est-à-dire que les entreprises, depuis plusieurs années que je travaille en Afrique, c'est clair qu'il y a un gap de compétences, il y a un écart de compétences entre ce dont les entreprises ont besoin et ce que la formation professionnelle, initiale, l'enseignement supérieur produit. Donc il y a certainement un dialogue qui devrait exister entre les secteurs qui recrutent et les secteurs qui produisent les compétences pour qu'on fasse un ajustement. Et il y a des institutions étatiques qui doivent jouer leur rôle de régulation sur la refonte des programmes d'éducation, aussi bien pour l'enseignement supérieur que pour même l'enseignement primaire. D'accord ? Maintenant, quand on a fini de dire ça, les entreprises aussi devraient revoir, parce que vous allez voir une entreprise qui recrute, qui n'a même pas défini clairement son besoin. Moi, j'accompagne beaucoup d'entreprises qui recrutent. C'est très difficile d'accompagner aujourd'hui des entreprises qui recrutent parce qu'ils ne veulent même pas s'asseoir et prendre le temps de définir leurs besoins en compétences. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, tout le monde est compétent en ressources humaines. Nous travaillons avec des clients qui pensent qu'on leur prend beaucoup de temps. Ça devrait être beaucoup plus facile que cela. Donc, il y a un problème déjà pour les entreprises qui définissent clairement leurs besoins. Si on va dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, la définition des compétences n'a pas été revue depuis plusieurs années. Donc, il y a un problème aussi d'évaluation des compétences nécessaires pour la réalisation des besoins des entreprises. Donc, le monde a changé. Dans n'importe quel secteur professionnel, les métiers ont changé. Est-ce que nous avons redéfini les métiers dans nos organisations? Non. D'accord? Donc, ça, c'est un problème. La crise, la tension qu'il y a sur le marché de l'emploi, c'est aussi du fait qu'aujourd'hui, les gens recherchent une qualité de vie au travail, qu'ils se sont rendus compte, les gens se sont réveillés pendant la Covid pour se rendre compte que « Waouh, moi je ratais tout ça chez moi ». Parce que les gens ont travaillé de chez eux et maintenant ils veulent autre chose que ce qu'ils vivaient avant la Covid. Donc ils veulent avoir une certaine de l'harmonie entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Parce que la Covid a permis de prendre conscience de tout ce qu'on ne vivait pas parce qu'on allait au travail. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments. La Covid a certainement changé les paradigmes. Il y a des problèmes de compétences dus au fait que les entreprises ne sont pas claires sur les compétences nécessaires. Les écoles, les universités, l'enseignement, même au niveau primaire, devrait être revisité pour commencer à investir aussi sur les compétences comportementales. Le monde a changé. Avec l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, les crises économiques, etc., nous devrions revoir le capital de compétences comportementales nécessaires à la réussite, au succès des individus en entreprise ou bien dans des organisations, quelles qu'elles soient, mais même individuellement sur le plan personnel, pour réussir aujourd'hui dans nos sociétés, aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Les paradigmes ont changé, donc il y a des choses à revoir pour y arriver.
En tout cas, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un que d'entreprendre. Moi, j'adore ça. Je fais ça depuis seulement 3 ans et je suis heureuse d'entreprendre. Mais c'est très difficile. C'est très, très difficile parce qu'on a plusieurs casquettes à la fois lorsqu'on est chef d'entreprise. Donc, moi, ce que j'ai fait, parce que étant RH, j'ai compris que si je veux réussir, je dois avoir les compétences nécessaires pour réussir. Donc, et c'est ce que je dis à mes collègues tout le temps. Donc, je suis en apprentissage continu pour, m'adapter à mon marché. Et moi, mon marché ne s'arrête pas au Sénégal ou à la région Afrique. Je regarde ce qui se passe dans le monde entier pour que je puisse offrir dans le cadre de mon activité. Je suis encore toute jeune en tant qu'entrepreneur et je suis en construction. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que j'existe, je ne gagne pas d'argent. Donc, ça veut dire que je suis dans une phase d'investissement. C'est-à-dire que tout ce que je peux gagner, je dois le réinvestir parce qu'en fait, je suis dans l'apprentissage de ce que je veux faire et de l'opportunité de créer quelque chose de durable. Donc, je suis tout le temps en train de me remettre en cause. Donc, l'entrepreneuriat, ce que je conseille, déjà, moi, je pense qu'on doit parler à nos dirigeants dans le secteur public. Donc, c'est très bien d'encourager l'entrepreneuriat, mais il faut dire la vérité aux jeunes. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement de la levée de fonds, de demander des financements, c'est d'avoir la capacité de produire de la valeur. Donc, qu'est-ce qui permet à quelqu'un de produire de la valeur? C'est ça, d'avoir une idée géniale qui peut être, comment on appelle ça, appliquée à quelque chose qui va impacter notre société, ou d'avoir une expertise certaine qu'on peut mettre au service de plusieurs secteurs professionnels dans le sens de la création de la valeur. Il faut qu'on dise la vérité aux jeunes. On ne peut pas être chef d'entreprise si on n'a pas la capacité de créer de la valeur sur la durée. Donc la mortalité des entreprises dans nos régions est due au fait que, les compétences nécessaires à créer une entreprise ne sont pas réunies. Ce n'est pas seulement une question de financement, c'est une question d'avoir toutes les compétences, toute la palette de compétences, et je peux dire, parce que je viens d'une formation de 11 mois, toute la palette de compétences pour créer une entreprise, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Donc si on ne l'a pas, il faut aller l'apprendre, et il faut continuellement l'apprendre, parce que moi je vois des chefs d'entreprise qui ont désappris. Il y a des chefs d'entreprise qui ne savent plus gérer une entreprise et qui s'accrochent dans la douleur à gérer une entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, il faut aller apprendre à gérer une entreprise. La première chose que j'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est magnifique. Si on veut l'encourager, mettons en place des formations dans l'entrepreneuriat, mais pas ce que je vois, ça s'est beaucoup cannibalisé. Tout le monde est expert en entrepreneuriat maintenant dans nos régions, parce qu'il y a énormément de financement, et c'est normal, parce que je pense que l'insertion professionnelle va venir à travers le développement des petites et moyennes entreprises. Et il faut qu'on soit sérieux dans la manière de faire ça, parce que sinon, on va être dans un cercle vicieux, au lieu d'être dans un cercle vertueux de création de valeur, création d'emplois, insertion professionnelle, ainsi de suite. Les richesses de nos communautés en Afrique, nous devrons en prendre conscience. Moi, une des raisons pour lesquelles je suis entrée en Afrique, c'est que j'ai eu de la chance. Toutes ces années que j'ai travaillé à l'international, j'ai beaucoup travaillé dans le continent africain, avec vraiment dans sa totalité, d'accord? Et je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses inexploitées, au-delà des richesses naturelles dont on parle, mais dans les sociétés africaines, il y a tellement de choses inexploitées que je pense qu'on devrait prendre le temps de regarder ça et de voir comment est-ce que nous pouvons contribuer, nous, à tout ce qui se fait dans le monde. Que ça ne soit pas juste que les gens viennent prendre ici pour partir chez eux et créer de la valeur. Et je vois de plus en plus, moi je suis ravie depuis que je suis rentrée, ça fait 3 ans, je vois de plus en plus que nous sommes nombreux à vouloir créer de la valeur ici et contribuer à la transformation globale qui est en train de se faire dans le monde entier. Donc je pense que de plus en plus, il faut qu'on regarde comment on peut puiser dans les ressources inexploitées, intangibles africaines, pour contribuer, ne serait-ce que à des programmes de leadership, et que ça ne soit pas que les grandes écoles INSEAD, Harvard, etc., qui vont avoir des études africaines ou à Sciences Po. Il faut qu'ici même, qu'on ait ces études africaines et que nous-mêmes, qu'on puisse dire cette initiative de leadership est venue des comportements lébous de la période avant la colonisation, et en fait ce sont des compétences qui viennent de la communauté lébou.
On va partir, dans toutes les formations, on nous parle de compétences asiatiques, de comportements asiatiques. On nous parle des Européens du Nord, d'accord? On nous parle du Moyen-Orient, des Émirats Arabes Unis, de Singapour, etc. Quand est-ce qu'on parle maintenant un tout petit peu du Rwanda? Mais il va falloir qu'on parle de beaucoup plus de pays en Afrique parce qu'on a puisé dans nos ressources sociales. Donc ça, pour moi, c'est très important et c'est quelque chose qui m'a fait revenir en Afrique parce que j'ai bien vu qu'il y a des choses qu'on peut développer pour aider nos leaders à comprendre qu'on peut partir de ce que nous sommes pour nous positionner et grandir dans le monde.